Il peut arriver que petit, vous vous soyez inventé un ami imaginaire. Rassurez-vous, si c'est le cas, vous n'êtes pas les seuls. Un tiers des enfants et adolescents se seraient lancés dans ce genre d'amitié fictive et les rares psychologues qui se sont penchés sur la question estiment que dans la très grande majorité des cas, ces relations fantasmées font partie du développement de l'enfant. Mais parfois, s'inventer des compagnons peut prendre un tour plus grave, surtout quand ces amitiés débordent sur la vie réelle. Lorsqu'elle commence à traîner sur Internet, Clara n'a que 12 ans et une confiance spontanée en l'autre. De forum en forum, elle se forge des amitiés sincères avec les internautes qui partagent ses passions. Et ce, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de Marie. Vous écoutez Transfert, épisode 280, un témoignage recueilli par Marion Botorel. En 2011, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je découvre un groupe qui s'appelle les One Direction. Et pour moi, c'est un moment assez important parce qu'au collège, ça se passe pas très bien. Et ça me permet vraiment de me raccrocher à quelque chose en dehors des cours, en dehors de mes amitiés du collège. Et à cette occasion, je commence à être un peu sur les réseaux. Je m'inscris sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, enfin j'ai tous les réseaux. Et je suis beaucoup sur des forums qui parlent de One Direction. Donc en fait, je passe ma vie en dehors des cours et en dehors des loisirs que je peux avoir, sur Internet, à parler à des personnes qui ont la même passion que moi. Je parle beaucoup à des filles de mon âge, en fait, qui sont aussi fans que moi des One Direction et d'autres groupes de musique. Et je passe aussi beaucoup de temps sur Wattpad, qui est par exemple un site où on écrit des fanfictions sur les One Direction. Donc c'est vraiment un peu le centre de ma vie. Je me fais beaucoup de copines qu'on appelle des copines du virtuel. Et donc c'est vraiment une partie importante de ma vie sociale. On se partage beaucoup de photos des One Direction, des concerts. On parle beaucoup de leur actualité, notamment privée. En fait, on parle comme des adolescentes en public, sur des groupes, sur des forums, sur Twitter, avec des tweets sans vraiment penser à ce qu'on envoie. Et puis des personnes réagissent et des liens se tissent comme ça. Et petit à petit, ça peut basculer en message privé si vraiment on a des affinités particulières ou si le lien passe bien entre nous. À 12 ans, je suis très timide et j'ai beaucoup de mal à appréhender les relations sociales au collège. C'est vraiment très compliqué pour moi. Ça me fait du bien d'avoir cet espace où je peux être moi-même sans qu'on me voie physiquement d'une part et sans que j'ai à utiliser ma voix d'autre part parce que je suis vraiment très timide. Et ça me permet de m'épanouir dans un espace un peu hors de ma réalité. Et donc ça m'aide aussi indirectement avec ma vie au collège parce que je prends confiance en moi aussi sur d'autres aspects. Donc je pense que ça m'est bénéfique pour ma vie sociale en dehors du virtuel. On est quand même peu nombreuses en fait à mon âge à déjà avoir un accès permanent à Internet. Nos parents sont très réticents à toutes, mais on a toutes aussi ce besoin de s'échapper un peu de notre réalité. On croise toujours les mêmes personnes sur les forums. Donc j'ai plusieurs amis, même du réel, qui connaissent les mêmes personnes que moi sur le virtuel, mais on ne s'est jamais vus en réalité. Mes parents sont pas au courant de ma vie sur les réseaux. Je n'ai pas le droit d'être sur les réseaux et donc je fais tout en cachette. Je pars en vacances avec eux en août 2015 à Amsterdam et à cette occasion, je partage mon voyage sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur Instagram. Je partage des photos, je partage ce que je fais avec mes amis du virtuel. Je partage ma visite de la maison d'Anne Frank et une personne de Twitter réagit à ce que je partage. C'est une fille qui s'appelle Romane, qui a 1 an de moins que moi, donc qui a 14 ans, et qui me dit être intéressée par ce que je suis en train de voir à Amsterdam, et qui a un profil similaire au mien sur Twitter. Donc c'est une fille qui est fan d'un groupe qui s'appelle 5 Seconds of Summer. Elle a des photos de ce groupe partout sur son profil. Elle a une photo d'un membre de ce groupe en photo de profil. Son profil est comme le mien, donc la conversation est très fluide et on commence à échanger.
On a aussi beaucoup de points d'intérêt communs qui émergent au fil de la discussion, puisque je rentre en première littéraire et j'aime beaucoup la littérature, le théâtre, les musées, et cetera, et c'est aussi son cas. On échange beaucoup à ce sujet et ça me fait du bien d'en parler avec elle parce que cette sensibilité chez moi, elle est très forte. Tout ce que je fais, je lui en parle. Tout ce qu'elle fait, elle m'en parle. Donc c'est très intense comme discussion, c'est permanent. On se parle tout le temps, constamment. Au début, nos échanges sont vraiment centrés sur nos intérêts communs, puis en fait, ça évolue aussi. Et on parle de choses beaucoup plus personnelles. Donc on parle de nos peines de cœur, de nos amitiés, etc. Donc on partage beaucoup de choses, on est très ouvertes. Et on parle aussi de nos familles, de ce qu'on veut faire plus tard. Vraiment, c'est très rapide. Et à la fin du mois d'août, on se considère comme des amis très proches. Romane s'ouvre très vite à moi, notamment sur des questions très personnelles comme sa sexualité. Elle a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sur qui elle est et elle m'en fait part très rapidement. Elle n'est pas certaine d'être attirée par les hommes et c'est quelque chose qui la perturbe énormément. Donc on en parle énormément. C'est un sujet qui est très très récurrent. Par conséquent, je décide de confier quelque chose de très important pour moi à Romane. J'ai rarement évoqué ce sujet avec mes amis dans le passé parce que c'est un sujet qui touche à ma famille et c'est encore un sujet très sensible. Quand j'en parle à Romane, je le fais de manière très libre parce que je sens que je peux lui faire confiance, parce qu'on a partagé beaucoup de choses, même si c'était sur un temps très court. Je lui dis que mon père a été pris en otage dans un attentat en 2008 en Inde. Je lui explique qu'il a été enfermé pendant plusieurs jours dans un hôtel, mais qu'il a été libéré, que c'est un moment que j'ai très mal vécu parce que j'ai cru que j'allais perdre mon père. Je lui explique que j'ai dû aller chercher mon père à l'aéroport, que ça a été compliqué, qu'il a eu beaucoup de symptômes de stress post-traumatique. Mon père est tombé en dépression après cet attentat et que, en tant qu'adolescente, c'est pas facile à gérer, que je suis très inquiète pour mon père et qu'en même temps, j'essaye de lui donner beaucoup de joie. Donc, je lui explique aussi que ma relation avec mon père est particulière. J'explique à Romane que cet événement a des répercussions sur ma famille et sur la santé mentale de mon père, puisqu'il est diagnostiqué bipolaire peu de temps après. Ce sont beaucoup de hauts et de bas qui s'enchaînent. On n'est jamais vraiment certain de la pérennité de son bien-être. En fait, c'est toujours un peu la loterie. On ne peut pas savoir. Et je fais beaucoup attention à ce que j'extériorise dans la cellule familiale et aux réactions que peuvent avoir mes parents. Donc, quand les choses se passent bien et que je vois que mon père est heureux et qu'il passe des bons moments, je fais simplement en sorte que le moment continue et je cherche à apaiser un peu l'atmosphère parce que je veux vraiment que mon père parvienne à s'accrocher à ces moments de joie et je veux qu'il puisse garder ce genre de sentiments avec lui, donc je fais très attention. Quand j'en parle à Romane, je me sens vraiment en confiance et je me dis que c'est la bonne personne qui peut recevoir ce genre d'informations parce que c'est quand même lourd. À 15 ans, je n'ai pas l'impression d'avoir autour de moi de personnes à qui je peux simplement raconter ce qui s'est passé. Donc j'estime que j'ai bien fait de lui en parler parce que ça me libère d'un poids et ça me permet, je pense aussi, d'avancer. Quand j'en parle, je revis aussi indirectement les événements et donc c'est une bonne chose que je parvienne à extérioriser ce qui s'est passé. Romane est très réceptive à ce que je lui raconte. Je crois qu'elle est même touchée en fait d'être la dépositaire de tout ça. On devient vraiment plus proche qu'on ne l'était avant.
Et en octobre 2015, ma mère me propose d'aller à Paris parce que j'ai 2 semaines de vacances et on a notre famille à Paris et elle me dit: «C'est l'occasion, voilà, de sortir un peu, de faire d'autres choses». Et j'avais pris des places, pour un groupe que j'aime beaucoup et qui est très populaire parmi, les adolescentes de mon âge. Beaucoup de mes copines, du virtuel me donnent rendez-vous là-bas et Romane, me dit qu'elle compte venir à ce concert avec une de ses meilleures amies. Je suis vraiment heureuse. Je pars à Paris avec ma mère et un jour, je parle par message, avec Romane et il s'avère qu'on est vraiment, à 2 rues, l'une de l'autre. Donc on se dit que ce serait dommage, de rater une occasion de se rencontrer. Elle est avec sa mère, je suis avec ma mère et donc je rencontre Romane pour la première fois, à cette occasion et c'est une, fille qui est très petite, qui a les cheveux, bouclés au carré. Elle a l'air très vulnérable et elle est très, très timide et ça se voit, d'emblée, mais elle est très souriante et elle est très, très drôle. C'est conforme à ce que j'imaginais d'elle. J'avais déjà vu quelques photos avant de la voir et je n'ai aucune, surprise, en fait. Le courant passe très bien entre nos mères, qui sont vraiment très similaires. Entre nous, voilà, on est juste heureuses de pouvoir se voir. C'est vraiment un sentiment très particulier de voir une amie du virtuel pour la première fois. C'est vraiment, très étrange et c'est vraiment une explosion de joie pour nous 2 et on se revoit, quelques jours plus tard, au concert. On passe un concert, vraiment très agréable. À cette occasion, je rencontre aussi, d'autres amis du virtuel, donc c'est vraiment des vacances, dont je suis très heureuse et j'en repars avec, beaucoup de joie et avec la certitude que tout se passera bien et que c'est des amis que je vais garder sur le long terme. Quelques semaines, après mon retour de Paris, je suis chez moi, le 13 novembre au soir avec ma mère et elle m'appelle et m'apprend qu'il y a eu, des attentats, à Paris. Dans ma famille, les attentats, on a une sensibilité particulière, quand ça arrive parce que ça évoque des souvenirs et un traumatisme, vraiment très désagréable. Donc je reste avec ma mère et en parallèle, j'envoie des messages à mes amies, de Paris. Ça me semble logique de demander comment elles vont et comment vont leurs proches. Donc mes amies, me répondent dans l'ensemble, qu'elles sont très, très perturbées par ce qui se passe à Paris, mais que leurs proches, sont en sécurité et que tout va bien de leur côté. Romane me répond, quant à elle que, elle est très, très inquiète parce qu'elle a une amie qui est au Bataclan ce soir-là et parce que son ami Émile ne lui donne pas de nouvelles et il est au Stade de France et elle est très inquiète. Je lui réponds, immédiatement parce que j'estime que c'est un moment difficile pour elle et qu'il faut que je sois vraiment présente. Donc je passe la très grande partie de la nuit à lui écrire, à prendre de ses nouvelles, à prendre des nouvelles de ses amis. Donc je suis, vraiment sur le qui-vive, en fait et on échange, pendant plusieurs heures de la nuit. C'est très intense parce qu'elle est vraiment, dans une inquiétude, enfin, c'est horrible ce qu'elle vit, je comprends cette inquiétude parce que je l'ai vécue. Ce n'est pas une inquiétude qui est dans le même ordre que celle que j'ai pu vivre, mais je sais ce que c'est que d'être dans l'attente et de ne pas savoir. Je reste vraiment présente pour elle toute la nuit et les jours qui suivent, je suis, constamment, en train d'échanger avec elle et elle sait que si elle a besoin, je suis, présente. Elle m'envoie des messages, pour me dire qu'elle est au bout, en fait, enfin qu'elle sait pas quoi faire, que c'est une inquiétude, qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de manger, enfin elle est tétanisée, en fait et donc au terme de cette soirée, son ami, qui était au Bataclan ne survit pas et son ami Émile, lui est dans le coma, pendant plusieurs jours. Quand Romane me dit que son amie, est morte au Bataclan, je suis, dévastée pour elle. Je ressens, je pense, même une partie de sa douleur parce qu'on est tellement fusionnels. Notre amitié, remonte seulement à quelques mois, mais
On a partagé tellement de choses, on s'est tellement ouvertes l'une à l'autre que je ressens tellement d'empathie pour elle. J'estime qu'en tant qu'amie si proche d'elle, je dois être là pour elle et je peux pas la laisser tomber comme ça. Les semaines qui suivent, je suis complètement absorbée par mon téléphone et par ma conversation avec Romane. On est constamment en train d'échanger, je lui demande tous les jours comment elle va. Les premiers jours, Émile est dans le coma, donc je suis en permanence scotchée à ce qu'elle me dit. Donc c'est vraiment un échange incessant. Et j'estime que c'est un moment tellement difficile que je dois vraiment être présente. Émile ne survit pas, donc c'est déchirant pour Romane. Et les semaines qui suivent, on ne parle que de ça. Je le comprends parce que je sais qu'elle doit traverser le moment le plus difficile de sa vie d'adolescente. Donc je suis là, mais en même temps, on ne parle que de ça. Et dès que j'essaye de lui changer les idées, dès que je tente de la faire sourire, etc., je suis sans cesse repoussée. Elle me rappelle systématiquement qu'elle a perdu 2 amis et que, par conséquent, sa vie est difficile, ce que je comprends, mais j'essaye d'être là pour elle. Enfin, je n'arrive pas à gérer le fait qu'elle ne me parle que de ça. C'est très compliqué pour moi, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, d'autant plus qu'on ne se voit pas. En parallèle, Romane parle beaucoup avec une amie de mon lycée qui s'appelle Charlotte. Elles deviennent très proches aussi très rapidement, ce qui ne me fait rien puisque je sais que j'ai un lien avec Romane qui est quand même assez particulier, qu'on s'est ouvertes l'une à l'autre. Charlotte et Romane passent quelques jours ensemble chez Romane pendant les vacances de Noël qui suivent. Donc je sens que on s'éloigne un petit peu avec Romane, on parle moins. Mais je suis heureuse qu'elle puisse passer du temps avec Charlotte, qui je sais être une amie vraiment exceptionnelle. Donc c'est vraiment pas un problème pour moi. Mais je sens que le lien se distend un petit peu. On parle beaucoup moins qu'avant. Dès qu'elle elle me parle de sa tristesse, de son désarroi face à la perte de ses amis. J'aimerais avoir d'autres discussions avec elle, mais en même temps, je comprends qu'elle ait besoin d'en parler et je lui fais comprendre que je suis là pour qu'elle en parle. Donc, je ne la repousse pas quand elle m'en parle, mais en même temps, c'est dur à 15 ans, 16 ans de gérer la douleur d'une amie. Enfin, c'est pas mon rôle non plus. J'essaye aussi de mettre des limites à ce qu'elle me dit, parce que juste, je ne sais pas comment faire face à son deuil. Quelques semaines après le retour de Charlotte de Paris, je me dispute avec Charlotte, donc on ne se parle plus, on ne s'adresse plus la parole. Elle, de son côté, continue à beaucoup parler à Romane. Elle va la voir plusieurs fois à Paris, alors même qu'on habite très loin de Paris. Petit à petit, je sens que Romane s'éloigne de moi, mais je ne supporte plus le fait de devoir porter son deuil systématiquement. Ça devient très lourd pour moi. Et en même temps, dans ma vie personnelle, je commence à me sentir beaucoup plus épanouie. Je trouve des amis avec qui je me sens beaucoup mieux qu'avant. Donc je n'ai plus ce besoin systématique d'être sur internet, d'avoir des copines du virtuel. Je commence vraiment à me sentir bien dans ma vie réelle. Et donc je cesse de parler à Romane du jour au lendemain. Je lui fais comprendre que je suis toujours là si elle a besoin, mais que ce qu'elle me fait porter, c'est assez lourd et donc je prends mes distances. Je pars en vacances d'été après avoir coupé les ponts avec Romane. Je sais que Charlotte passe quelques semaines avec Romane dans le sud et je la retrouve à la rentrée au lycée. Et puis on décide de passer outre les désaccords qu'on a pu avoir dans le passé. On redevient amis assez rapidement avec Charlotte. On passe beaucoup de temps ensemble et elle me raconte ses vacances avec Romane. Et elle m'explique que ses vacances n'ont pas été si reposantes que ça, parce que Romane lui a fait beaucoup de chantage affectif et lui a beaucoup parlé de son deuil et de la perte de ses amis. Charlotte me raconte par exemple que à une soirée
Roman voulait rentrer et Charlotte voulait rester 1 heure de plus. Et Roman s'est effondré devant les amis de Charlotte en lui hurlant que elle avait perdu ses amis et qu'elle pouvait pas lui faire ça parce que elle voulait rentrer et que elle était triste en fait, donc que Charlotte pouvait pas lui imposer le fait de rester 1 heure de plus. Ces épisodes sont arrivés quasiment tous les jours pendant leurs vacances. Je suis vraiment soulagée que Charlotte ait la même expérience que moi au sujet de Roman. J'avais l'impression d'être une personne vraiment désagréable et je me disais que j'avais pas de cœur, que c'était vraiment horrible de ma part de pas réussir à supporter ce que me disait Roman. Et en fait, quand Charlotte me fait son retour d'expérience, je me dis que finalement, peut-être que ma frustration était fondée et que j'avais des raisons de réagir comme j'ai réagi. Début septembre 2016, Charlotte vient me parler après un cours et elle m'explique que Roman lui a écrit en lui disant que l'une de ses meilleures amies des réseaux sociaux s'est suicidée. Cette fille s'appelle Margot et en effet, on voit sur son profil, sur les réseaux, sur Twitter, etc., des personnes qui lui rendent hommage, qui parlent d'elle et on est vraiment sidérés en fait. On se dit mais c'est horrible. Romane, elle perd 2 amis dans un attentat et même pas 1 an plus tard, elle perd une de ses amies qui se suicide. On n'a pas les mots en fait pour exprimer ce qui se passe. J'envoie un message à Romane pour lui dire que je suis vraiment désolée pour elle, que j'imagine que cette période doit être affreuse pour elle à traverser. Et donc je lui fais savoir que même si on se parle plus depuis plusieurs mois, si elle a besoin de partager sa douleur, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, etc., je suis là. Après tout le choc qu'on a ressenti avec Charlotte, pour ma part, je ne parle plus à Romane. Je suis néanmoins toujours sur les réseaux Romane. Et sur Instagram, je vois qu'elle poste des photos de Margot. Et donc, par curiosité, je vais voir ces photos et je regarde le profil de Margot. Et je remarque que les photos postées par Romane, ce sont simplement les dernières photos que Margot a postées. Donc elle a dû faire des captures d'écran et les poster ensuite sur son profil. Je suis un peu dubitative parce que je me dis que elle doit avoir des photos personnelles de son amie, de moments qu'elles ont passés ensemble, etc. Poster des captures d'écran, c'est vraiment étrange mais à la fois, je me dis que je suis personne pour juger, je n'en sais rien. Mais je suis quand même assez dubitative. Je sens que quelque chose est étrange. J'ai un peu l'intuition de chercher plus loin. Je suis avec Charlotte dans le bus et on essaye de trouver des liens entre elles. En fait, on a le doute et je remarque donc que Margot ne suit pas Romane en retour sur les réseaux. Et ça me pose question. Je m'interroge sur leur amitié qui, d'après Romane, est assez exceptionnelle. Elle nous dit que c'est sa meilleure amie du virtuel, mais à la fin, on n'en a jamais vraiment entendu parler, en fait. Enfin, quand on y pense, on ne sait pas qui c'est. On s'interroge aussi sur la légitimité de notre doute parce que elle n'est pas obligée de nous parler de tout non plus. Donc peut-être que elle la voyait, mais qu'on n'en savait rien. Et enfin, tout est possible, en fait. Mais le fait qu'elle ne se suive pas, ça nous fait douter. Du doute qu'on a avec Charlotte, du lien qu'entretenaient Romane et Margot, émergent d'autres doutes. Je ne lui fais plus confiance, en fait. Je me pose beaucoup de questions, notamment sur Émile, parce que je me demande d'une part si il y a vraiment eu des victimes au Stade de France et je décide d'aller voir les listes de victimes des attentats du 13 novembre. Et dans cette liste, le nom d'Émile ne figure pas. C'est quelque chose qui me choque. Je sens qu'il faut que j'arrête parce que si je continue à chercher, je vais tomber sur des choses que je ne veux pas forcément voir ou que je ne veux pas forcément trouver. Donc je décide que ça ne vaut pas la peine que j'aille plus loin.
Charlotte aussi est complètement choquée quand je lui annonce que le nom d'Émile ne figure nulle part. On décide de couper les ponts toutes les deux et de ne plus lui adresser la parole. Quelques mois plus tard, Charlotte reçoit un message sur Instagram d'une personne qu'elle ne connaît pas. Et c'est une fille de notre âge qui lui demande des comptes sur la vente de rouge à lèvres de contrefaçon. Elle lui explique qu'elle est dans le lycée de Romane et que Romane lui a vendu des rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres de contrefaçon. Romane accuse Charlotte de lui avoir vendu des contrefaçons sans lui dire. Et elle dit à tout son lycée que c'est de la faute de Charlotte. Charlotte est un peu dubitative, elle lui dit « mais je sais pas de quoi tu parles, je n'ai jamais vendu de rouge à lèvres de contrefaçon, enfin je suis innocente ». Et cette fille lui dit « mais de toute façon, je te crois parce que Romane, c'est une mythomane, tout le monde au lycée le dit, elle ment en permanence. Personne lui fait confiance, il faut pas que tu lui fasses confiance ». Et donc là, c'est une porte ouverte pour que Charlotte lui pose les questions auxquelles on n'a toujours pas les réponses et qui nous font un peu peur. Et donc elle lui demande pourquoi est-ce que Émile n'est pas sur les listes. Et donc la fille lui répond que Émile n'existe pas, que Romane elle a tout inventé et que tout le monde au lycée sait que Émile n'existe pas. On se doute avec Charlotte que peut-être Romane ne connaissait pas la personne qui est décédée au Bataclan, parce qu'on a trouvé son nom sur les listes, mais on n'en sait rien. Peut-être qu'elles n'avaient aucun lien. Et donc cette fille nous répond que, en effet, elles étaient dans le même lycée, mais que Romane et cette fille n'avaient pas le même âge, qu'elles ne se connaissaient pas et qu'elles ne se sont jamais adressé la parole. Avec Charlotte, on est complètement sidérés, notamment parce que notre interlocutrice nous dit aussi que Romane ne connaissait pas Margot qui s'est suicidée. Et on n'a pas les mots, c'est très compliqué à décrire parce qu'on donne quelque chose à quelqu'un pendant plusieurs mois, on porte 2 ou 3 deuils à la fois, et en fait, c'était pas vrai. Donc on est complètement sidérés, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe sur la tête. Même si on avait des doutes, on avait trop de bonne volonté et de compréhension pour se dire que nos doutes étaient légitimes, et en fait, ils l'étaient. Et c'est vraiment très sidérant et on est complètement abasourdi par ce qui se passe. On a déjà coupé les ponts avec Romane et je pense qu'on a un peu peur d'elle, en fait. Donc on décide de pas lui parler, de la bloquer sur tous les réseaux. Et on ne lui adresse plus la parole. Et je pense que c'est pour le meilleur parce que c'est dur de confronter quelqu'un sur ce genre de sujet à cet âge. Et puis on se doute que ça relève peut-être du quelque chose du psychiatrique à ce niveau-là, ou qu'elle doit être vraiment très malheureuse dans sa vie pour faire ce genre de mensonge. Aujourd'hui, 8 ans après, je sens que cette histoire m'a beaucoup marquée pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis sentie très utilisée. À l'époque, je me sentais très protégée par mon écran et par le fait que sur les réseaux, je pouvais parler à qui je voulais, mais j'avais l'impression d'avoir un sentiment de contrôle. Aujourd'hui, je sais que c'était pas forcément le cas, même si ça me faisait me sentir bien et que j'ai gagné en confiance en moi grâce à ça. Je sens que ces relations virtuelles étaient aussi l'occasion pour beaucoup de monde d'inventer des choses et de vivre sur Internet des choses qu'elles ne vivaient pas en réalité. C'était vraiment une vie par substitution. Je trouve ça très triste et je pense qu'aujourd'hui, je fais aussi plus attention à ce que je partage avec les personnes que je rencontre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que si je n'avais pas partagé l'histoire de mon père avec Romane, peut-être qu'elle n'aurait pas menti, peut-être qu'elle n'aurait pas ressenti le besoin de me raconter ça le 13 novembre. Et avant de lui en parler, je n'en parlais à personne. Et maintenant, j'en parle très peu parce que je sais que c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon père.
c'est l'histoire de ma famille et je n'ai pas envie que quelqu'un se l'approprie et en fasse quelque chose de négatif. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 280, un témoignage recueilli par Marion Botorel. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Christophe Caron. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.